Bien, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier Marie-Paul Cagny pour son invitation et puis également le Collège de France pour son accueil. Et puis j'aimerais également profiter de l'occasion qui m'est donnée de remercier tous mes collègues avec qui nous avons travaillé depuis plusieurs années sur la génération procédurale de monde virtuel. Alors, quel est notre objectif? Quelle est la motivation de ce travail? C'est développer des outils pour contrôler et automatiser la création d'univers virtuels. Et comme Marie-Paul l'a expliqué, on peut le créer de différentes manières, mais on a souvent besoin de créer des univers de plus en plus larges. Et il y a un véritable besoin pour automatiser, pour générer la masse de contenu numérique. Les applications sont très nombreuses. Bien sûr, les loisirs numériques, on a besoin d'espaces de jeu, d'espaces d'exploration de plus en plus grands, mais il y a aussi des applications dans la simulation, on a besoin d'espaces nouveaux pour entraîner des populations à réagir à telle ou telle situation. Il faut que ces espaces soient en général inconnus de façon à surprendre les gens qui cherchent à apprendre et à développer leur technique de réaction. Alors, les verrous scientifiques et techniques sont très nombreux. Il y a un premier verrou qui consiste, qui est en fait la variété et le nombre très élevé d'objets à modéliser. Donc il y aura un véritable problème de quantité d'objets à modéliser et de mémoire. En plus, on cherche en général à modéliser des scènes de très grande taille, mais également avec un niveau de détail très élevé. Et donc il y a une véritable variation d'échelle. Ça peut être modéliser des terrains, modéliser des scènes virtuelles de plusieurs centaines de kilomètres, mais on pourrait vouloir descendre littéralement à la précision du brin d'herbe, donc descendre au millimètre. Donc c'est quelque chose d'également très compliqué à faire. Et enfin, bien entendu, les objets peuvent ne pas être figés dans le temps, ils peuvent évoluer, ils peuvent interagir entre eux, et leur apparence peut varier au cours du temps, au fil des saisons déjà, mais également avec un phénomène de vieillissement au cours de leur cycle de vie. Donc voilà, ça c'est une image. J'ai eu la chance, dans le cadre de ma recherche, de pouvoir aller partir aux États-Unis un petit peu, puis quelques canyons. Donc voici une photographie qui montre un petit peu les problèmes que j'ai cités tout à l'heure. On a une scène qui fait 1 ou 2 kilomètres. On veut pouvoir descendre en précision, modéliser les rochers à l'échelle de 10 mètres puis de 1 mètre. Et puis pourquoi pas descendre avec encore plus de précision, modéliser les détails de la neige, neige qui est produite donc uniquement en hiver, donc détails d'apparence au cours du temps, variation d'apparence au cours du temps. Et puis, bien entendu, il y a des phénomènes d'interface extrêmement compliqués. Il y aura donc différents objets, des arbres, des rochers, mais il y aura également des problèmes d'interface. La neige ne va pas s'accumuler forcément de la même façon sur les rochers ou sur les arbres. Et je passe encore sous silence sur les phénomènes de fonte, etc. Donc voilà, comment produire des scènes virtuelles avec ce degré de réalisme et ce degré de précision? Alors, il y a en gros 3 grandes catégories de méthodes. La première approche possible est d'utiliser des outils spécifiques pour l'édition. Donc, il s'agit d'étendre des outils du réel au monde du virtuel. Donc, Marie-Paul a bien présenté un grand nombre de techniques qui ont comme avantage de respecter la vision de l'artiste et de permettre, en fonction de l'effort, plus ou moins de réalisme, ou au contraire, beaucoup de créativité et beaucoup d'inventivité. En général, ces techniques nécessitent un gros effort de production de la part de l'artiste, donc sont entre guillemets relativement lentes, permettent bien entendu, ça c'est un point positif, un bon niveau de contrôle. Une autre approche consiste à s'essayer à rentrer dans le domaine de la simulation. Et cette fois-ci, on va modéliser les causes. On va essayer de partir de règles qui peuvent être issues de la loi de la physique, des lois de la biologie, et puis donc définir un état de départ, et puis suivre l'évolution de cet état de départ en fonction des règles au cours du temps. Donc on peut simuler ainsi l'érosion, on peut simuler le développement des plantes. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle obéit à certaines lois que l'on peut récupérer de différents domaines scientifiques, mais les calculs sont relativement élevés et les volumes de données à manipuler sont également extrêmement élevés. Il est difficile de faire la simulation complète et précise de toute une forêt en prenant en compte toutes les branches de chaque arbre individuellement. Ça serait beaucoup trop lourd à manipuler. Et enfin, la génération procédurale, qui a également des avantages et des inconvénients, où là, on va s'intéresser à la représentation des effets. Donc, peu importe l'algorithme, qu'est-ce que c'est finalement qu'une procédure, peu importe l'algorithme du moment que l'effet obtenu imite au mieux la réalité. Donc, on a des résultats plus ou moins plausibles selon que l'algorithme va être plus ou moins une bonne imitation, mais en général, un gros intérêt, c'est qu'on aura des algorithmes très rapides, et ces algorithmes rapides permettront également de générer exactement les données dont on a besoin, juste les données dont on a besoin, même des fois, lorsque les calculs seront faits à la volée, de s'abstenir de données, donc on aura des représentations beaucoup plus compactes.
Par contre, Marie-Paul l'a bien expliqué, on peut avoir souvent une limitation quand on contrôle de ces techniques, puisqu'on va plus ou moins contrôler des séries de paramètres qui vont guider la création numérique, et donc on aura un contrôle indirect qui sera plus ou moins fin. Donc l'objectif pour la génération de mondes virtuels est de mettre au point des outils procéduraux qui seront suffisamment contrôlables et suffisamment guidables pour aider à la créativité et pour permettre de produire des masses de données. Donc dans cet exposé, je parlerai principalement de 3 points. Je m'intéresserai un petit peu à la modélisation de terrain, comment est-ce qu'on peut créer des terrains, comment est-ce qu'on peut reproduire un certain nombre de formes caractéristiques sur les terrains. Je m'intéresserai aussi au réseau hydrographique, comment créer des rivières, comment est-ce qu'on peut imiter la structure arborescente des rivières dans la nature. Et puis donc, la rivière, c'est les rivières se développant sur les terrains. Après, on s'intéressera un petit peu à l'impact de l'homme. Donc j'aurais pu parler des villes et des villages. Marie-Paul en a fait une présentation. Je m'intéresserai ici à la génération de routes et de réseaux routiers qui vont permettre de sculpter le terrain et qui vont localement affecter la représentation du monde virtuel. Donc tout d'abord, pour commencer, la modélisation de terrain. Alors comment représenter un terrain? Il y a énormément de façons de représenter un terrain en fonction du domaine auquel on s'intéresse, mais disons pour nous, pour modéliser un monde virtuel, il y a en gros 2 grosses catégories de méthodes. D'une part, les méthodes surfaciques, où on va s'intéresser juste à représenter les points de la surface du terrain. Et en général, on utilisera des cartes de hauteur, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'échantillons dans le plan XY, et pour chacun de ces points, on définira l'altitude. Et après, en connectant les points entre eux, on aura une surface maillée. Lorsque l'on a une fonction z égale f de xy, on représente des cartes de hauteur, et bien entendu, on ne peut pas modéliser les surplombs, ni les grottes, etc. Donc il y a moyen d'augmenter les cartes de hauteur avec des cartes de surplomb pour pouvoir, par exemple, faire des canyons. Mais en général, on travaille plutôt avec des modèles hybrides, en particulier dans le domaine des jeux vidéo. On dit qu'en général, les terrains sont majoritairement des cartes de hauteur, et dès lors qu'on a besoin de zones avec des surplombs, on rajoute des surfaces maillées localement pour, par exemple, créer une arche. Donc on greffe sur le terrain un petit bout de maillage qui va plus ou moins bien se raccorder et qui va permettre de faire un terrain véritablement tridimensionnel. On peut également représenter les terrains de manière volumique, et là, c'est une structure de données encore plus lourde en termes de quantité de données à manipuler, puisqu'il va s'agir soit de représenter des petits cubes qui vont chacun stocker un identifiant de matériaux. Finalement, on est en train de faire du Lego à l'échelle géologique, ou des piles de matière. Bon, du Lego étendu avec simplement des piles qui s'étirent verticalement. On va pouvoir cette fois-ci représenter les terrains avec également ce qu'il y a sous le sol. Ça va être très riche, on pourra faire des grottes, on pourra faire des surplombs de toute nature, mais les données vont augmenter. Alors voilà, quand on travaille avec ces représentations à partir de données sous forme de cartes 2D finalement, ou sous forme de cartes 3D avec des voxels, comment est-ce qu'on génère un terrain? On peut faire de la simulation d'érosion, méthode relativement coûteuse s'il en est, où on va imiter les processus naturels d'érosion thermique ou d'érosion hydraulique ou d'érosion éolienne, pour, partant d'un terrain initial, partant d'une forme initiale, simuler ce processus de transport des sédiments en fonction des différents phénomènes, l'arrachement des matériaux et leur dépôt. Une autre approche consiste à doter l'utilisateur d'outils à partir d'exemples. Par exemple, on peut générer un terrain. Si on se donne par exemple un relevé de terrain, c'est l'image grise du milieu à droite qui est un bout des Alpes, d'accord ? Est-ce qu'on peut synthétiser un terrain qui ressemblerait à un lambda, mais dans le style de ce relief montagneux des Alpes? Ben oui, c'est possible. Par des algorithmes de resynthèse d'élévation, on est capable de faire une montagne à la façon des Alpes, mais avec une forme de lambda, ici, qui est totalement irréaliste, mais qui permet d'obéir aux souhaits de l'artiste. Mais encore une fois, toutes ces techniques s'appuient sur des représentations de données assez lourdes. Il faut connaître effectivement toute une carte du terrain. La construction par esquisse est une autre façon de produire un terrain, qui est très intéressante cette fois-ci, parce qu'on se rapproche un petit peu de la génération d'arbres qui a été présentée tout à l'heure, à partir de certaines courbes fortes, courbes essentielles finalement, soit des lignes de niveau, soit des courbes qui vont représenter les rivières, ou des courbes qui vont représenter les crêtes, avec des algorithmes de diffusion. On va pouvoir combler l'espace entre ces courbes et définir le relief un petit peu partout. Donc c'est une méthode très puissante pour générer, encore une fois, du relief, mais en tout état de cause, le problème est le suivant.
Dès lors qu'on travaille sur ces terrains-là, on est confronté et qu'on veut générer des mondes de très grande taille, on est véritablement confronté à une barrière en termes de volume de données à manipuler. Un terrain, par exemple, de 16 km x 16 km, qui est finalement une dimension relativement modeste avec une précision de 25 cm, ça représente au minimum 8 gigas de données. 8 gigaoctets, c'est quand même assez conséquent. Ce n'est pas tellement un problème de stockage, même s'il existe, c'est aussi que les algorithmes traditionnels qui fonctionnent en théorie avec des complexités en O2N2 ou comme ça, se mettent à s'effondrer. On n'est plus capable de faire des algorithmes d'érosion qui tournent. Éroder un terrain qui fait 8 gigas, c'est 24 heures de calcul sur un cluster de machines. On ne parle plus du tout d'édition interactive de terrain. Votre artiste ou votre designer est obligé d'aller prendre plusieurs cafés avant de voir le résultat du calcul. Donc, ce qui motive un petit peu les travaux en génération procédurale, c'est peut-on remplacer ces données par des fonctions? Fonctions que l'on espère beaucoup plus compactes, qui permettront, on va essayer de construire des fonctions qui vont permettre une bonne expressivité, et quand on va travailler avec des fonctions, on va essayer de travailler avec des fonctions qui ont des bonnes propriétés et qui permettront, si possible, d'atteindre une précision infinie. Donc voilà, il y a un certain nombre d'années déjà, dans les années 80, les terrains construits à partir de fonctions ont connu leur heure de gloire, et l'idée était relativement simple. Si on se donne une fonction de bruit, et qu'on combine le bruit à différentes échelles dans un processus un petit peu fractal, en additionnant différentes fonctions de bruit modulées par des amplitudes et modulées par des fréquences qui vont permettre d'ajouter progressivement du détail, donc il s'agit bien d'une synthèse multi-échelle, on va pouvoir imiter certains reliefs. Donc par exemple, l'image de droite pourrait être créée avec ce genre de système. Le problème de ces représentations par fonction, c'est que alors, elles ont un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ces fonctions sont définies de R carré dans R. Donc, en fait, le terrain s'étend à l'infini. Donc, c'est super, on est capable de faire des terrains immenses. En combinant juste, toujours à peu près la même fonction, modulée par une amplitude et une fréquence, donc avec très très peu de paramètres, on peut exprimer énormément de choses. Et en fait, non, on ne peut pas exprimer énormément de choses parce qu'on n'a pas de contrôle. On définit la fonction et puis on observe ce qu'elle fait. Comment est-ce que l'on peut procéder pour arriver à véritablement contrôler les éléments d'un terrain qu'on aimerait synthétiser? Et bien, l'idée, c'est tout simplement de dire ces fonctions, en fait, on va définir des primitives, et ces primitives, on va les assembler. On va utiliser une approche constructiviste, un petit peu comme le CSG qui a été présenté dans un cours précédent. Donc, on va se donner des petits bouts de terrain représentés par des fonctions, et on va combiner ces fonctions, on va combiner ces primitives hiérarchiquement dans un arbre pour définir le terrain sur une étendue beaucoup plus vaste. Donc par exemple, là sur l'exemple à gauche, si je me donne une fonction qui est capable de représenter un lit de rivière, une fonction par somme de bruit qui représente des collines et une autre somme de bruit qui va synthétiser une montagne, est-ce que je peux mélanger collines et montagnes pour arriver à quelque chose d'intermédiaire, une sorte de haut plateau, et que par une opération de creusement, eh ben, j'arriverai à transformer cette rivière qui passerait en contrebas de façon à ce que finalement je puisse synthétiser un canyon. Ben oui, et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut procéder. Donc, il nous faut finalement définir un certain nombre de primitives et la façon dont on va les combiner entre elles. Donc, je ne vais pas tellement rentrer dans les détails mathématiques, mais l'idée est la suivante. Pour chaque primitive, on va être capable de calculer une fonction d'élévation à l'aide de fonctions mathématiques bien choisies, à l'aide d'un certain nombre de paramètres. Et on va limiter cette fonction à un certain support, en général un petit support compact, limité à un disque ou limité à un autre domaine. Et donc on va définir une autre fonction que la fonction d'altitude, on va définir une fonction de mélange. Donc ça rappelle un petit peu les fonctions de mélange dont on avait parlé dans le cours sur les surfaces implicites. Ici je la note alpha. Cette fonction de mélange va permettre finalement de pondérer l'influence relative des différentes primitives lorsqu'elles vont se rapprocher les unes par rapport aux autres. Donc, on n'est pas obligé de travailler avec des disques, on n'est pas non plus obligé de travailler avec une référence par rapport à un point. On peut travailler avec des primitives qui sont construites à partir de courbes ou d'autres types de squelettes. Ça permettra d'augmenter, bien entendu, l'expressivité du modèle. Par exemple, à partir d'une courbe, on peut définir, en fonction de la distance du point à la courbe et en fonction de l'abscisse curviligne le long de la courbe, on peut définir l'altitude de cette manière-là, avec cette paramétrisation. Et donc, on peut définir une rivière, un canyon, mais on pourrait aussi définir, bien entendu, par exemple, la trajectoire d'une route comme étant simplement un relief plat le long de la courbe, ou au contraire, si c'est une route en pente, un relief légèrement croissant en Z.
Alors voilà, là maintenant qu'on s'est doté un certain nombre de primitives, eh ben, il faut pouvoir les combiner entre elles. Alors, le premier opérateur qui est intéressant, c'est l'opérateur de mélange. Alors, pour les surfaces implicites, on avait des propriétés de raccordement. Ben là, ça va être exactement pareil, on va mélanger. Alors, une des façons de générer le mélange, c'est tout simplement de faire une moyenne pondérée. Pondérée typiquement par quoi? Ben, par cette espèce de fonction de poids qu'on associe à chaque primitive. Donc, par exemple, ici, si je mélange une montagne avec une colline, donc la colline, l'exemple n'est pas très bien choisi, parce qu'on a l'impression qu'il y a des montagnes sur le bord, j'aurais dû prendre un disque parfaitement plat. Enfin, en gros, on a mis la montagne en haut à droite, et puis on voit que progressivement, la montagne s'estompe pour rejoindre la partie plate de la colline. Donc cet opérateur est très intéressant, il va permettre d'agréger comme ça des petits bouts de terrain, et ça va permettre à l'utilisateur simplement de faire une modélisation par caractéristique du terrain. Il mettra à l'endroit où il voudra les montagnes, il mettra à l'endroit où il voudra les éléments de plaine, et les éléments vont se raccorder de façon cohérente. Un autre opérateur intéressant, c'est l'opérateur de remplacement. Souvent, on veut créer un terrain par opérations successives de sculpture sur ce terrain. Alors là, j'ai pris un exemple avec des impacts de météorites sur la surface de la Lune. L'opérateur de remplacement est juste une expression mathématique légèrement différente, où on va non plus faire un mélange, mais on va localement remplacer totalement l'élévation de la partie de gauche par ceux de droite, en veillant quand même à ce qu'il y ait un raccord entre les deux éléments, de façon à ce qu'il n'y ait pas des changements abrupts de relief. Donc le creusement permettra de faire des cratères, mais permettra également aussi d'imposer le placement d'une montagne à tel endroit. La montagne sera placée à cet endroit-là et se raccordera avec le reste du terrain. Bien entendu, ça permettra aussi de faire du creusement de rivières, du creusement de canyons, du terrassement de routes. Je reviendrai plus tard là-dessus dans l'exposé. L'utilisation de fonctions va permettre aussi de faire des choses intéressantes comme les déformations. Les déformations qui pourraient, par exemple, pour un terrain, chercher à imiter les replis suite au mouvement des plaques avec de la compression de terrain, au contraire de l'étirement. Donc simplement, en utilisant des compositions de fonctions, avec une fonction oméga, si possible inversible, il vaudrait mieux, on va pouvoir, par exemple, ici, je suis parti d'une montagne, et bon, j'ai appliqué une opération de torsion centrée. On pourrait imaginer deux opérateurs, et on pourrait, comme ça, simuler assez facilement les plissements de terrain, simplement avec 2 ou 3 paramètres, la position du point d'ancrage de la déformation, et puis, par exemple, le paramètre d'angle ou le paramètre de distorsion. Un autre intérêt de ces modèles hiérarchiques à base de primitives qu'on combine entre elles et qu'on va pouvoir bénéficier de l'instanciation. Qu'est-ce que c'est que l'instanciation? C'est la réutilisation, tout simplement. En utilisant toujours la même primitive mais placée à différents endroits, on va pouvoir créer des choses très compliquées. Donc ici, par exemple, en partant toujours du même relief de montagne, mais en l'additionnant plusieurs fois au même endroit, ou en le combinant de façon différente, on peut créer des nouveaux reliefs sans se rendre compte qu'il s'agit toujours du clone de la même primitive. Et ça, c'est intéressant pour notre problème de mémoire parce que ça va permettre d'être très très économe en termes de quantité de données à manipuler. Donc voilà le genre de résultats que l'on peut obtenir. C'est une scène qui est construite à partir de quelques primitives. Il y en a à peu près une soixantaine, entre une soixantaine et une centaine. Donc une centaine de primitives disques a été distribuée de façon à générer le relief, à pouvoir donc représenter un certain nombre de ruptures avec des pentes un petit peu plus raides et puis des zones un peu plus plates sur lesquelles l'herbe a pu se développer. Et on a fait traverser, on a placé sur cette scène un certain nombre de primitives à base de courbes qui ont simulé donc le passage d'une route à cet endroit-là, et le creusement s'est fait automatiquement. Voilà un autre exemple, un exemple un petit peu plus grand. Donc ici, c'est une taille à peu près de 7 km x 7 km. C'est un lac de montagne. En tout cas, l'idée était de représenter un lac de montagne, également créé avec une centaine de primitives. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut généraliser cette fonction d'élévation f à plusieurs fonctions. Cette fonction d'élévation peut représenter l'élévation, par exemple, du socle rocheux, mais on peut étendre, on pourrait dire qu'en plus de la fonction f, on calcule une élévation de sable. Et en plus, on pourrait calculer une élévation d'eau. On pourrait aussi calculer une densité de végétation et combiner finalement ces fonctions de densité, ces fonctions d'élévation de différents matériaux de différentes manières. Et on obtient des terrains de ce genre-là où automatiquement la végétation est placée de façon cohérente et où il y a une espèce de lagune de sable sur la partie gauche du lac. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau mémoire, le stockage finalement de l'arbre de construction est assez compact, puisqu'on a quelques kilooctets, donc 12 kilooctets pour représenter un terrain de ce genre-là.
Pour une précision de 15 cm, donc ce terrain-là a été échantillonné à 15 cm. Si on avait dû représenter ce terrain à l'aide d'une carte avec des données stockées réellement en mémoire, il aurait fallu 16 mégaoctets. Donc on a véritablement un changement d'échelle en termes de mémoire. Et l'utilisation de fonctions bien choisies permet en fait de travailler relativement rapidement, puisqu'en fait, on peut régénérer l'intégralité des données pour un affichage en moins d'une seconde. On tourne là en moyenne à 340 millisecondes, 500 millisecondes, bon, disons moins d'une seconde pour à peu près 100 millions de requêtes d'élévation. Donc voilà, ça c'est une autre illustration de cet aspect multirésolution. On peut créer à partir d'une première fonction une région entière avec une fonction de bruit, et puis à un moment, eh ben, on a envie de mettre un lac au milieu des montagnes, donc on ira placer un lac à tel endroit à un niveau de résolution inférieur, et puis si les contours du lac ne nous plaisent pas, on pourra rajouter 2-3 primitives pour particulièrement éditer les contours du lac. Par exemple, ici on a voulu rajouter des bosses sur la partie haute et la partie est du lac, et donc on est capable ici de faire des très grands terrains, et surtout on a cette approche multirésolution qui nous a permis d'éditer très localement une partie très précise de toute la scène, grâce à cette représentation en arbre de construction. Bon voilà, ça c'est un autre exemple avec un désert, une oasis, les bords d'un lac et puis une rivière qui passe au milieu du désert. Ceci nous amène à la deuxième partie de notre exposé. Je me suis finalement donné, à l'aide de cette représentation par fonction, je me suis doté d'un modèle qui va permettre de représenter des élévations et des scènes naturelles. Maintenant, la question, c'est comment créer finalement ces mondes virtuels? Est-ce que je suis obligé de placer à la main, primitive par primitive, tous les éléments qui constituent mon monde? C'est une possibilité, bien entendu, mais là, on retombe finalement dans de l'édition indirecte de primitives. Ce serait extrêmement coûteux en temps utilisateur. A-t-on des méthodes pour placer automatiquement les éléments de terrain que l'on a choisis? Alors, nous nous sommes intéressés en particulier à la génération de rivières, et là, le challenge était, peut-on générer des terrains automatiquement avec différents types de cours d'eau, et si possible en respectant l'hydrologie? Donc l'idée, ce serait bien entendu d'avoir, si possible, des fleuves qui coulent non pas en s'opposant à la gravité, mais enfin qui coulent effectivement vers le bas, et si possible d'avoir des réseaux de drainage, puisqu'en fait, quand on regarde un petit peu comment sont constitués les terrains qui obéissent à une structure hydrographique, on a tout un réseau de drainage avec des torrents qui finissent par rentrer, s'agglomérer en faisant des petites rivières, puis les rivières par confluence successive forment les fleuves et ainsi de suite. Donc l'idée, cette fois-ci, va être d'avoir des méthodes de génération multi-échelle qui s'appuieront sur les représentations par fonction. Donc les représentations par fonction vont être littéralement utilisées en fin de chaîne de production de génération procédurale, et en amont, on va avoir besoin d'un système de génération de trajectoire qui va faire finalement le squelette, un petit peu comme on avait le squelette d'un arbre pour décrire tout à l'heure une forme d'arbre. Là, on va avoir un squelette de terrain et un squelette de rivière que l'on habillera ensuite. Comment créer ce squelette? Une solution relativement simple consiste à dire je vais donner un certain nombre d'éléments de contrôle à l'utilisateur, et puis le remplissage, ou disons la génération à partir de ces éléments de contrôle sera faite procéduralement, automatiquement. Donc si je me donne un contour, donc le contour d'un domaine, je vais créer automatiquement le réseau hydrographique dans ce domaine, ça me donnera un graphe. Ce graphe sera finalement la structure grossière arborescente de mes rivières. Je vais aller chercher en géomorphologie si, à partir d'informations sur ce graphe, je n'aurai pas en géomorphologie des classifications de rivières qui pourraient me dire quoi faire à tel endroit. Alors, comme par hasard, ça se passe bien. Quand on est allé voir nos collègues, ils nous ont dit mais ça tombe très bien. En géomorphologie, on a des classifications, et donc on saura comment raffiner les cours d'eau, et on saura avoir des squelettes très précis des cours d'eau. Puis une fois qu'on a des squelettes très précis, on va pouvoir utiliser cette modélisation par primitive pour générer le détail. Donc voilà la classification de Rosgen, c'est une des classifications possibles, il y en a d'autres, mais cette classification est intéressante parce que nous, en informatique graphique, pour la synthèse procédurale, elle nous fournit des archétypes. Et les archétypes sont pratiques parce qu'ils correspondent donc à une segmentation bien précise des phénomènes rencontrés, et ça va nous permettre, en quelque sorte, de mettre au point des petites méthodes optimisées pour chacun des cas. Donc en gros, l'idée est la suivante, c'est en fonction en gros du flux
de la rivière en fonction des critères d'altitude et en fonction d'un certain nombre de paramètres, il y a des archétypes de rivières, donc des rivières simples de type A+, relativement rectiligne, ou B, encore plus rectiligne, et puis on a des rivières de type C à banc de sable, et tous ces archétypes sont parfaitement décrits, sont décrits non seulement sous la forme d'une représentation en vue d'avion, donc en XY, mais on a également la description statistique de qu'est-ce qui se passe au niveau du lit de la rivière et qu'est-ce qu'il y a comme type de matériaux. Donc finalement, c'est très riche. Donc je vais revenir un petit peu à l'algorithme. Si je me donne un contour de départ, par un algorithme de croissance, je vais peupler mon territoire d'un réseau hydrographique, donc je vais faire croître un graphe progressivement, hiérarchiquement. Ce graphe, eh ben, je pourrais partiellement l'éditer à la main, ce seront les contraintes utilisateurs. Par exemple, ici sur le schéma de gauche, on a voulu que, partant de l'ouest, il y ait un grand fleuve, ça c'est imposé par l'utilisateur, à charge pour le système par un algorithme de croissance, de partir de ce point-là et de conquérir progressivement le territoire jusqu'à ce que l'intégralité du territoire soit remplie du réseau hydrographique. Donc voilà, en gros, une phase de conquête sous la forme d'une petite vidéo. Ici, cette conquête, en plus, elle était contrainte, c'est-à-dire que la conquête était guidée par une coloration définie par l'utilisateur qui a dit je voudrais un réseau hydrographique, mais en plus, je voudrais faire apparaître une spirale. Donc, en fait, la conquête est modifiée par des paramètres peints par l'utilisateur, ce qui permet de reproduire un réseau hydrographique en spirale, complété ensuite par un réseau, mettons, un petit peu moins artistique et un petit peu plus plausible. Une fois que j'ai fait cette conquête, donc j'ai un graphe plongé dans le plan, donc j'ai un graphe géométrique. Je peux appliquer une décomposition de l'espace, par exemple en cellules, et donc je décompose finalement mon domaine oméga en petits territoires. À partir du graphe, je vais pouvoir faire des calculs de flot. Simplement, j'ai un flot qui pourra être calculé, donc la pluie tombant à l'intérieur de chacun des petits territoires, et donc le drainage se faisant de cellule en cellule, je vais pouvoir calculer un flot pour chaque type de cellule. Je pourrais également établir les crêtes qui vont séparer les différentes zones de mes régions hydrographiques de drainage. Et donc pour chaque cellule, je vais avoir un flot et tout un tas de paramètres. Et ces paramètres, je vais pouvoir utiliser la classification de Rosgen qui va me dire, là, c'est plutôt un torrent extrêmement sinueux. Là, au contraire, c'est un fleuve avec des méandres de grande taille, etc. Et donc, je vais pouvoir utiliser une opération de raffinement pour avoir des squelettes très précis. Et voilà le genre de résultat qu'on obtient. En appliquant les schémas, disons la classification de Rosgen et ce système de conquête de territoire pour créer le réseau hydrographique, je vais avoir en amont des rivières de relativement petite taille, donc avec un flux d'eau relativement faible, et puis en aval, je vais avoir des rivières de plus en plus larges, avec des méandres de plus en plus grande taille, avec des lits beaucoup plus larges, un petit peu moins profonds, et un écoulement avec des pentes inférieures. L'utilisation de fonctions, comme j'ai dit tout à l'heure, pour représenter au final l'élévation, on peut aussi utiliser des fonctions qui vont définir la densité de végétation. Ces fonctions vont permettre de gérer automatiquement le raccord entre les rivières. C'est un petit peu la même chose que dans la modélisation par surface implicite. La génération des raccords, le mélange d'un confluent et d'un affluent va se faire de façon très naturelle grâce à cette représentation par fonction. La classification de Rosgen va nous permettre de modéliser donc différents types de rivières, avec ou non des zones sablonneuses et des zones rocheuses avec des primitives bien choisies. Et puis on va pouvoir également compléter la génération automatique de la scène finale par le placement de détails, par exemple ici des rochers dans une rivière qui est classifiée par Rosgen comme étant une rivière avec beaucoup de rochers et beaucoup de sédiments accumulés le long de la trajectoire du cours d'eau. Donc, une petite vidéo d'un terrain de à peu près 40 km² qui avait été généré par cette méthode. Donc, on voit la rivière qui descend des montagnes, un embranchement, et donc la rivière qui descend progressivement vers les zones de plaine qui se situent plus loin, avec automatiquement donc, la génération de l'eau et puis la génération de végétation en fonction du terrain. Alors, ici, on s'est intéressé à cette génération de monde virtuel essentiellement sous l'aspect
scènes naturelles, donc montagnes, rivières, etc. Il est intéressant maintenant de passer à, peut-on représenter dans ces systèmes de génération procédurale, peut-on passer à l'influence de l'homme? Peut-on générer des villages? Peut-on générer des réseaux routiers automatiquement? Alors les villages ont été présentés par Marie-Paul dans l'exposé précédent. Ici, je vais m'intéresser un petit peu plus précisément à comment générer un réseau routier et comment générer une route. Donc d'abord, comment générer une route, puis une fois que j'aurai trouvé comment générer une route, je m'intéresserai à comment générer tout un réseau routier. Donc le principal challenge qui s'offre à nous, c'est être capable de créer automatiquement des routes dont la trajectoire va s'adapter en fonction des paramètres de la route. On ne crée pas normalement une autoroute exactement de la même manière que l'on crée une petite route départementale ou un chemin vicinal. Donc il faudra que les routes, que ce processus de génération s'adapte à l'environnement. Et bien entendu, on voudra créer les routes avec un très haut niveau de détail. Donc l'idée, ça ressemble un petit peu à la génération de rivières. Il va s'agir encore une fois de générer des trajectoires automatiquement. Mais là, l'idée, c'est de ne pas contraindre l'utilisateur à dessiner la route dans ses moindres détails. Ça, c'est une solution possible, mais dessiner tout un ensemble de routes, etc., ce serait très compliqué et ça prendrait beaucoup de temps de placer petit bout de courbe spline par petit bout de courbe spline, ou plutôt des clotoïdes d'ailleurs en l'occurrence pour les routes, ce serait assez long et fastidieux. Donc l'idée, ça va être tout simple. On va donner 2 points et puis il va falloir trouver le chemin entre ces 2 points. Alors, le chemin le plus court entre 2 points dans un espace euclidien, c'est une droite. L'ennui, c'est qu'une droite, ça ne représente pas très bien une route dès lors que le terrain est en pente. Et donc, il va s'agir en fait de chercher un plus court chemin, mais avec une fonction de coût un petit peu tordue. On va utiliser une fonction de coût anisotrope. Deuxième problème, il faudra générer automatiquement les éléments de la route, donc ça peut être non seulement l'asphalte, la signalisation, etc., mais il faudra également générer des ponts. Et donc, une des méthodes qui est traditionnellement employée pour placer des éléments de décor dans une scène consiste à dire, on va demander au graphiste de nous faire un modèle figé, donc ce modèle a une taille définie, il va nous faire un pont, et puis on va essayer de le placer. L'ennui, c'est que ce n'est pas du tout adapté à cette méthode, parce que si on a un pont de 100 mètres et qu'on doit franchir une rivière de 120 mètres, et que l'on fait simplement une homothétie ou un changement d'échelle sur le pont, ça ne va pas se passer bien du tout, parce que la largeur des voies va également s'écarter. Et donc, il va falloir utiliser non pas des modèles fixes, mais utiliser des modèles géométriques paramétrés qui vont s'adapter automatiquement à l'environnement. Alors, comment fonctionne la fonction de coût ? En fait, au lieu d'avoir une fonction de coût qui ne dépendra que de la position, la fonction de coût va dépendre non seulement de la position le long de la trajectoire, mais également de sa dérivée première et de sa dérivée seconde. Autrement dit, la fonction de coût va dépendre de la pente, et l'introduction de la dérivée seconde permettra également de prendre en compte la courbure. Et ce qu'on va chercher finalement, c'est à minimiser le coût global le long de la trajectoire. Alors la fonction de coût prendra en compte donc la pente, S, prendra également en compte d'autres paramètres de l'environnement. La forêt, on peut ou non vouloir éviter la forêt, ça dépend si on veut éviter un parc régional protégé ou comme ça. On peut également vouloir pondérer la fonction de coût en fonction de la présence d'eau. Est-ce que traverser un étang de quelques mètres de profondeur, c'est pénalisant ou est-ce que ce n'est pas pénalisant ? Est-ce que franchir une rivière qui fait 200 mètres de large en un certain point est aussi, est-ce que normalement c'est beaucoup plus coûteux que de franchir la rivière à un endroit où c'est resserré, où il n'y aura que 50 mètres à franchir. Donc on peut prendre en compte les différents matériaux de la scène et construire ainsi une fonction de coût. On peut généraliser cette fonction de coût à la prise en compte de ponts. Donc simplement on prendra la hauteur, on peut paramétrer le coût par la hauteur vis-à-vis donc du sol en dessous, donc du sol dur, et on peut également paramétrer comme ça la fonction de coût d'un tunnel si jamais on veut prendre un raccourci en ligne droite à travers la Seine, ou en ligne courbe d'ailleurs, mais si on veut prendre un raccourci, peut-être que le coût d'un tunnel sera peut-être un petit peu plus élevé que le coût d'une route en surface. Sans vouloir rentrer dans les détails, le processus va être un processus de minimisation. Donc tout à l'heure, il y a une question. Et bien là, en fait, je vais écrire une sorte de fonctionnel. Je vais chercher à minimiser une fonctionnelle C en fonction de ρ qui sera une certaine trajectoire à trouver, qui devra minimiser l'intégrale le long donc, de cette trajectoire de la fonction de coût. Ça, c'est
la formulation intégrale. Cette formulation intégrale est compliquée. On va discrétiser notre problème et en fait travailler sur un échantillonnage de l'espace pour réaliser cette minimisation. Donc, en fait, on va décomposer avec un certain nombre de points virtuels placés sous la forme d'une grille et on étudiera des trajectoires. Donc, les trajectoires sont les axes principaux de la grille, donc en x, y, mais également selon la diagonale. Et puis, en reliant des points, non pas dans le 1 voisinage, mais dans le 2 voisinage, dans le 3 voisinage, on prendra d'autres diagonales, ce qui permettra d'avoir une résolution en angle beaucoup plus précise. Et cette résolution en angle permettra d'avoir des meilleures approximations au niveau de la minimisation, par exemple, de courbure ou de la minimisation des pentes. Voilà ce qu'on observe, tout simplement. Si j'exprime mon problème donc sur un espace discret en utilisant simplement un masque 1,4, autrement dit, en un point, je peux simplement me déplacer verticalement vers le haut et vers le bas et horizontalement à gauche à droite, et bien on se rend compte que le plus court chemin pour aller en haut, du point haut vers le point, du point bas vers le point haut, consiste à monter pleine pente, c'est normal, et puis faire un petit décrochement en haut. À partir du moment où on commence à prendre en compte les diagonales, on voit que l'algorithme qui, avec une fonction de coût qui dit tu n'as pas le droit de dépasser plus que 10% d'inclinaison, par exemple, commence à chercher à partir en biais et à faire les lacets, et ainsi de suite. Et en augmentant la taille du masque, en prenant un petit peu plus de résolution en angle, on voit que l'algorithme crée automatiquement une trajectoire qui va non pas monter pleine pente, mais qui va faire des lacets progressivement pour rejoindre les points que l'on souhaite connecter. Donc, on a une méthode pour produire un squelette de route. Ce squelette de route, il faudra bien entendu l'arrondir parce que sous cette forme-là, les angles sont un petit peu trop violents. Donc, il faudra utiliser des méthodes à partir de courbes spline ou de clotoïdes pour introduire la véritable géométrie de la route. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que l'on va modifier le terrain ? Eh bien, on a tous les outils qui nous ont été donnés par le formalisme précédent à l'aide de fonctions pour faire le terrassement du terrain. Pour une route normale, on essaiera d'imposer localement des primitives le long des courbes avec une hauteur qui correspondra à la hauteur de passage souhaitée de la trajectoire. En montagne, ça consistera, disons, le mélange ou le remplacement des primitives va automatiquement créer les excavations et les comblements. Donc finalement, on a une sorte de caterpillar virtuel qui va passer sur notre terrain et qui va s'occuper de faire tout ce qui est comblement et rajout de matière. Et pour les éléments de décor, comme par exemple les ponts, eh bien, on va se donner des modèles paramétrés. Donc ici, simplement, à partir de 2 paramètres, enfin il y en a un peu plus en fait, il y a une dizaine de paramètres, le point d'entrée, le point de sortie du pont, les tangentes à l'entrée et à la sortie du pont, l'élévation du pont ainsi que le nombre de voies. On va avoir finalement des modèles qui vont pouvoir s'adapter. Donc si jamais je décide de faire passer la route par un autre endroit et que mes points d'entrée de pont et de points de sortie de pont sont situés à d'autres endroits, eh ben, j'ai un modèle qui, de façon continue, permettra se placera automatiquement dans la scène. Alors voilà le genre de génération procédurale que l'on peut avoir grâce à cette technique. Donc dans le premier cas, en haut à gauche, on a cherché une trajectoire en disant qu'il fallait éviter, bien entendu, de monter pleine pente. Donc on avait introduit une légère pénalité en fonction de la pente. Et on a dit que, ma foi, si on traversait, si on passait dans l'eau, ce n'était pas grave. Le fait de passer dans l'eau n'était pas si coûteux que ça. Et le fait de traverser la forêt n'était pas coûteux. Et donc, on voit que pour aller du point du milieu en bas vers là en haut, eh ben, la trajectoire choisie place en plein milieu de la rivière, à un endroit où on minimise quasiment, on passe quasiment en ligne droite, il n'y a pas de problème. Dès lors que l'on augmente, par exemple, le coût de passage dans l'eau, donc par exemple en haut à droite, on voit que l'algorithme cherche à trouver une trajectoire qui va minimiser le nombre de ponts au-dessus de l'eau. Et donc, tout en cherchant, bien entendu, à minimiser également le coût de la pente. Donc, on va faire un gros détour pour construire un premier pont sur un bras de rivière qui est relativement resserré. On va éviter de monter plein de pentes sur la petite partie de l'îlot central. Donc, on va faire un passage un petit peu à iso-altitude sur la partie sud de la langue de terre. Et puis, on va recréer un petit bout de pont avant de s'enfoncer avec des méandres dans les collines derrière. Quatrième cas, en bas à droite,
si la pente est une très forte contrainte, que l'eau est une très forte contrainte et que la végétation est une très forte contrainte, eh bien on va avoir une trajectoire automatiquement générée par l'algorithme qui va qui va minimiser le nombre de ponts au-dessus de l'eau, mais pour préserver également la végétation, on va créer un tunnel. Donc voilà, ça c'est l'exemple de résultat qu'on obtient avec les lacets qui donc montent à travers la montagne en évitant également les zones boisées. Et donc on arrive comme ça à reproduire de façon assez réaliste et avec un bon contrôle à générer automatiquement les trajectoires de route. Donc ça c'est juste. Alors cette route-là est un petit peu tortueuse. On peut être malade en montagne si on essaye de la suivre. Vous verrez d'ailleurs que là, cette partie-là qu'on voit passer ressemble un petit peu plus à une route, on va dire, de Foire du Trône qu'à une véritable route. C'est simplement parce que les contraintes avaient été exprimées, on va dire, sur des courbes spline et permettaient de faire des variations de hauteur un petit peu violentes. En travaillant avec d'autres familles de courbes qui sont les clotoïdes que l'on utilise traditionnellement pour modéliser les routes, on n'a pas cet effet de... là, finalement, on n'a aucune ligne droite. On est constamment en train de faire de la courbe. C'est très bien pour s'amuser, pour faire un jeu vidéo. Ce n'est pas forcément super pour pouvoir faire une véritable route. En travaillant avec d'autres familles de courbes, on arrive à avoir des résultats beaucoup plus réalistes. Et donc, si je prolongeais cet exposé sur la génération de réseaux routiers, le challenge, dès lors que l'on sait créer une route, c'est est-ce que je peux généraliser cette méthode pour créer automatiquement tout un réseau routier à travers un univers virtuel. Eh bien, le problème, c'est comment créer finalement un réseau hiérarchique avec donc différentes catégories de routes. La solution est relativement simple. Puisqu'on a un algorithme de plus court chemin qui fonctionne en fonction de certains paramètres, on va créer donc différentes catégories de routes. On va commencer par les autoroutes, puis par les nationales, puis les départementales, et on va créer donc différentes routes avec différents paramètres. Donc les autoroutes, typiquement, il ne faudra absolument pas autoriser des courbures trop élevées. Les autoroutes seront plutôt à créer en ligne droite. Donc on fera fonctionner l'algorithme avec une certaine batterie de paramètres. Pour les départementales, on les créera ensuite avec d'autres paramètres, et ainsi de suite. Donc ça revient en gros à faire cela. À partir de villes ici identifiées avec des points jaunes, on va créer donc d'abord les autoroutes, puis les nationales en jaune, puis les départementales, de façon à connecter les différents sites, d'abord les villes entre elles, puis les villes, disons, les très grandes cités en jaune entre elles, puis les villes en jaune avec les cités et puis également entre elles, et puis après l'introduction des connexions entre les petits villages. Donc le principe de la méthode est le suivant. Étant donné un graphe initial vide, étant donné un certain nombre de points d'ancrage qui seront finalement la position des villes, étant donné éventuellement un certain nombre de points de passage obligés, ça ce seront simplement des éléments de contrôle et sous la contrainte d'existence d'un terrain, comment générer ce graphe? Eh bien, on va en fait utiliser une construction de graphe géométrique en utilisant des métriques non euclidiennes, encore une fois, les mêmes principes. Donc en fait, on va générer, virtuellement, c'est comme si on générait toutes les routes possibles. En fait, on ne fait pas tout à fait comme ça, mais on peut expliquer ça comme ça. On va générer toutes les routes possibles et puis on va éliminer les routes qui ne satisfont pas un certain critère. Donc on va générer en fait un sous-graphe de ce graphe complet, un graphe de proximité. Et dans ce graphe de proximité, on aura encore des arcs qui seront très proches. Et les arcs qui seront très proches, on va les détecter et on va les fusionner, ce qui introduira en fait des nouveaux points dans le graphe. Et donc on obtiendra notre réseau final. On peut introduire du contrôle, par exemple, on peut, comme la construction est incrémentale, on peut dire que la création d'une route modifie le terrain et on peut prendre en compte ce terrain modifié pour générer les routes futures. Donc par exemple ici, une fois qu'on a créé la grosse autoroute en rouge, on peut localement dire que construire une route à proximité de l'autoroute n'est pas souhaitable de façon à minimiser le nombre de ponts qu'il pourrait y avoir entre une nationale et l'autoroute. De la même façon, on peut également ajouter sur le terrain des fonctions d'augmentation de poids qui vont dire dans cette zone, la construction de route est pénalisée parce que, par exemple, cette zone est protégée, au contraire, c'est une zone d'habitation. Donc on peut ainsi contrôler l'algorithme. Comme l'a dit Marie-Paul tout à l'heure, c'est un contrôle indirect, mais on peut aussi avoir du contrôle direct en introduisant des points de passage géographiques obligés, simplement rajouter des nœuds dans le graphe.
Et donc une fois que l'on couple cette génération automatique de graphes à partir d'un terrain avec donc des primitives à l'aide de fonctions pour représenter les détails de la géométrie et donc des primitives paramétrées pour créer les ouvrages d'art, créer l'asphalte et les détails des routes, on obtient ce genre de résultat où on a donc un terrain de très grande taille. Donc là, je ne montre pas le terrain total, mais c'était une scène qui faisait quelques kilomètres, donc quelques dizaines de kilomètres carrés. Et on est capable de descendre à une relativement bonne précision dans la description et la modélisation de tous les éléments sur cette route. Et surtout le réseau d'ailleurs. Voilà. Donc en conclusion de cette présentation, j'ai essayé de brosser un rapide survol de la génération procédurale de monde virtuel. Je me suis essentiellement contenté de parler des terrains, parler des rivières et des routes. Il y aurait beaucoup d'autres domaines qui sont intéressants et qui relèvent de la génération procédurale. La génération procédurale de villes, bien entendu, est un thème extrêmement à la mode depuis plus d'une dizaine d'années. Mais ce qu'il faut un petit peu conclure, c'est que ces méthodes permettent de générer automatiquement des objets complexes et surtout permettent de générer véritablement des masses de données. Donc la génération procédurale vient souvent en complément de l'édition précise. Quand on génère un monde très très vaste, en général, on va permettre à l'utilisateur, on va permettre au designer ou au graphiste de concentrer son effort sur des zones précises et le remplissage du reste du monde pourra être laissé à la discrétion de la génération procédurale qui va, de façon très convaincante, remplir le reste du monde avec de la forêt, avec du réseau routier, avec des rivières, etc. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'extensions à ces travaux qui sont possibles, qui font l'objet de beaucoup de recherches en informatique graphique en ce moment, en particulier la prise en compte des différents matériaux. L'idée est non plus de s'intéresser uniquement à la surface des objets, mais à travailler véritablement avec des représentations volumiques et non surfaciques pour prendre en compte les matériaux et aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait actuellement dans la représentation des objets. Il y a également le processus de génération qui est très intéressant à étendre. Et une des grandes thématiques en ce moment en informatique graphique, dans le domaine de la génération procédurale, est l'inverse procedural modeling. Donc ça a déjà été cité tout à l'heure. C'est à partir d'un exemple réel, est-ce que moi, connaissant, ayant un modèle de construction, je peux retrouver les paramètres de construction à partir de cette analyse du cas réel? L'idée, en fait, bien entendu, est double. C'est permettre à des utilisateurs novices d'utiliser les systèmes de génération procéduraux plutôt que de devoir se confronter à une cinquantaine de paramètres dans les pires des cas qui ne sont pas toujours intelligibles et qui ne sont pas toujours très clairs. Si l'utilisateur peut venir avec une image ou peut venir avec un exemple et le système lui-même, à partir de cette analyse, sait quels sont les paramètres qui permettront de reproduire au mieux ce qui a été donné, on est capable de faire un grand bond en avant en termes d'utilisabilité par le plus grand public. Alors bien entendu, il n'y a pas que des progrès à faire dans le domaine de la modélisation et souvent les domaines de recherche les plus féconds sont l'interface de différentes disciplines. Et en particulier ici, j'ai cité, il y a bien d'autres pistes possibles, mais il y a une interface et une intersection non nulle entre la modélisation et le rendu temps réel. Ce n'est pas tout de pouvoir produire des modèles. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles qui puissent être générés à la volée, qui même ne soient littéralement jamais stockés en mémoire et qui soient directement affichés. Donc là, il s'agit, tout à l'heure, la question a été posée, hein, peut-on utiliser la carte graphique directement? La réponse est, et si on était capable d'avoir, non pas d'utiliser la mémoire, mais d'utiliser la puissance de calcul des ordinateurs et la puissance de calcul des cartes graphiques pour, littéralement à chaque image, générer exactement ce dont on a besoin et en faire l'affichage directement. Afficher directement, bien entendu, ça implique d'être capable d'avoir une génération adaptative en niveau de détail, en termes de qualité, etc. Avec, bien entendu, non seulement générer la géométrie, mais générer la texture. Autre interface entre deux domaines, entre la modélisation et un autre domaine, c'est l'interface entre la modélisation et le temps. Comment prendre en compte le temps dans la génération procédurale? Jusqu'à présent, vous avez vu, on a parlé d'arbres, on a parlé de génération procédurale de terrain, on a parlé de routes, j'ai parlé de bâtiments. Je n'ai pas vraiment exposé les bâtiments, mais j'ai parlé de ponts, etc. Peut-on prendre en compte le facteur temps?
Le facteur temps à court terme, variation d'apparence de l'objet au cours du temps, au cycle des saisons. Donc, peut-on procéduralement faire un arbre qui perde ses feuilles et qui rebourgeonne au printemps et puis qui soit avec une canopée complète en été? Peut-on intégrer ça dans la génération procédurale? Ça, c'est sur un cycle de vie. Peut-on intégrer également le phénomène de vieillissement? Peut-on intégrer au modèle procédural l'intégralité du cycle de vie? Alors, ce n'est plus un cycle, en fait, l'intégralité de la vie d'un objet. Un objet organique, mais également un objet manufacturé. Peut-on avoir un pont vieilli avec des pierres qui se couvrent de mousse? Donc ça, il s'agit, et puis éventuellement qui se lézardent avec des fissures, etc. Donc c'est un domaine très très riche, où là on va encore une fois s'intéresser à l'évolution au cours du temps, au sens large, de tous ces objets procéduraux générés. Je vous remercie pour votre attention.